yoga pour commencer la journée à l'hôpital aussi. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Bernard de Vos, qui est délégué général aux droits de l'enfant et qui, évidemment, dans un contexte comme celui que nous venons d'évoquer aujourd'hui, a toute sa place dans le débat. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Alors, merci pour votre invitation, qui me fait bien plaisir. Merci, madame, d'avoir mentionné, évidemment, amplement la Convention internationale des droits de l'enfant dans votre exposé. C'est très important, évidemment, de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un texte, ça reste aujourd'hui le texte international le plus signé, le plus ratifié au monde. Il est encore très peu connu, et quant à son application, on a encore un exemple ici, malheureusement extrêmement clair, que c'est un texte qui est très très peu respecté. Au début de mon mandat, il y a déjà 5 ans, je vois Madame Font qui est dans la salle, ça fait déjà plus de 5 ans, Madame Font. Au début de mon mandat, on m'a souvent posé la question de savoir si, quel était mon avis sur l'application de la Convention en communauté française de Belgique. Et de façon un peu naïve, je disais, mais globalement, on n'est pas le plus mauvais élève de la classe, on n'est pas une république bananière, c'est pas un pays barbare, et globalement, notre bulletin n'est pas si mauvais que ça. Et puis, très rapidement, après la prise de mon mandat, j'ai remis un rapport au gouvernement qui s'intitulait « Incidences et conséquences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et leurs familles ». Et là, je vous avoue que j'ai dû revoir ma copie et revoir mes réponses aux journalistes qui me posaient toujours la même question, puisque finalement, il n'y a pas un seul article de cette belle convention qui résiste à l'épreuve de la pauvreté. Je dis pas un seul, c'est pas un seul. Pensez aux questions scolaires, vous verrez que les phénomènes de stigmatisation, de relégation, de discrimination sont nombreuses. La gratuité scolaire qui est inscrite dans une série de textes n'est toujours pas d'application. Le droit à vivre en famille est compromis tous les jours. Le droit à la culture, le droit au loisir, et là, vraiment, si ces premiers droits essentiels comme le droit à la scolarité n'est pas respecté, on imagine ce qu'il en est du droit au loisir à la culture. Et le droit à la santé, certainement pas. Alors, j'ai entendu des plaintes, celles que vous connaissez tous, évidemment, les plaintes concernant les lunettes, des enfants qui sont privés de lunettes alors qu'ils devraient en porter parce que leurs parents sont obligés de faire le choix. Pour la petite histoire, j'ai mon aîné qui doit aller acheter des lunettes et j'ai été voir, donc j'en sors, une paire de lunettes chez pas un opticien réputé, donc la grande enseigne. La paire de lunettes pour une gamine myope, c'est 145 €. C'est quand même beaucoup d'argent pour des familles qui vivent avec parfois 1000 €, 1200 € par mois, c'est énorme. Et certains avec moins que 1000 € par mois. Enfin bon bref, voilà, les appareils, les soins dentaires, enfin, toute une série de soins qui devraient normalement être entièrement gratuits sont loin de l'être. Et puis alors effectivement la question du surpoids, moi je vous avoue que je suis donc un généraliste de droit de l'enfant, je suis certainement le seul qui n'est pas spécialiste de la question aujourd'hui avec vous. Mais ça a été abordé très souvent et clairement c'est une question qui est très présente. Mon homologue française estimait dans son dernier rapport que les enfants en précarité avaient 3 fois plus de chance ou de malchance d'être confrontés aux questions de surpoids. Donc c'est une question vraiment importante. Alors j'ai entendu ce matin parler beaucoup des familles, de la responsabilité des familles, on a parlé beaucoup de limites. Et donc, ce qui est évidemment frappant pour moi, qui suis donc un généraliste au droit de l'enfant, c'est que cette suggestion de mieux conscientiser, mieux sensibiliser les familles pour qu'elles soient entre guillemets plus efficaces, je vois dans tous les domaines, que ce soit le domaine scolaire, domaine des difficultés avec les mineurs contrevenants, enfin à chaque fois on revient vers les familles. Or c'est évident que ces familles ont connu une évolution fondamentale de la famille classique, papa, maman, 2 enfants et un chien pour vous faire plaisir, aux familles pluriparentales, recomposées, monoparentales, homoparentales, il y a une évolution flagrante. Mais il n'empêche que ces familles sont toujours là, et c'est effectivement dans ces familles différentes que sont éduqués nos enfants. Donc je pense qu'une nouvelle fois, il faut promouvoir non seulement des actions spécifiques sur des thématiques spécifiques, mais promouvoir un soutien à la parentalité, ou mieux, selon ma façon de m'exprimer, un accompagnement des familles. Puisque, on l'a dit, les parents, c'est un peu éclaté maintenant, accompagner les familles dans leur réalité de vie. Et ce qui me semble assez important, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers les familles. Alors quand j'entends, moi, des programmes de prévention, souvent on se base sur le fait qu'il faut se baser sur l'école. Alors à l'école, on essaie de joindre les familles à travers l'école, avec des messages qu'on
sur la santé qu'on va donner aux enfants en espérant qu'ils vont la répercuter. Quand on connaît déjà les quelques difficultés de relations qui existent entre les familles et les écoles, on imagine que si on va surajouter des modèles, des messages de prévention, de sensibilisation à partir de l'école, on est mal barré. Et donc, il faut être créatif, et moi je suis très surpris du manque de créativité qu'on a en la matière. Il y a une série d'associations culturelles, de loisirs, de sport qui existent dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires, parce que c'est là qu'il faut pouvoir agir, qui devraient être exploitées pour arriver à toucher ces familles et leur faire passer une série de messages de sensibilisation et de prévention. À titre d'exemple, j'ai eu l'occasion l'an dernier, on remet le couvert en septembre, de participer avec la Fondation de médecine dentaire et avec Médecins du Monde à une opération autour de la santé bucco-dentale dans les marchés populaires. Nous sommes allés dans les marchés de Molenbeek, de Anderlecht, de Saint-Gilles, de Schaerbeek, avec le fameux bus des droits de l'enfant, avec cette campagne spécifique, parce que bon, la santé bucco-dentaire, pourquoi? Vous savez que, évidemment, les dents, c'est le premier passage de l'alimentation, et tout le discours sur les boissons, les sodas, les boissons sucrées, etc., évidemment, est très présent là-bas. Et on s'est rendu compte que beaucoup de mamans qui rentraient, avec lesquelles on rentrait en contact avec des petits outils de promotion, avaient envie de rentrer dans le bus, de rencontrer des spécialistes, des dentistes qui étaient là en l'occurrence, et parler effectivement de cette question de soins dentaires, mais aussi d'alimentation, puisque forcément on se permettait d'aller plus loin. Donc je pense qu'il faut être original, il faut être créatif. Ça ne sert à rien de se dire qu'il faut conscientiser les parents, aider les parents à mettre des limites et rester à distance. Il faut aller vraiment, si on dit ce sont principalement les enfants des classes populaires, des milieux socio-économiques les plus défavorisés, qui sont victimes d'une série de difficultés, il faut pouvoir aller à leur rencontre de manière originale, de manière constructive. Et là, je pense vraiment qu'on est un peu en retard. Et puis, si j'ai encore 2 minutes, je voudrais quand même aussi insister sur le fait qu'on rend les familles, on hyper-responsabilise les familles, alors que, vous l'avez bien dit madame, l'environnement est extrêmement agressif et extrêmement difficile à gérer. Alors aujourd'hui, avec des conséquences terribles, notamment sur le fait que de plus en plus dans des familles, on a ce qu'on appelle des enfants prescripteurs d'achat, des enfants qui, inondés de messages publicitaires, réels ou subliminaux, deviennent évidemment les prescripteurs d'achat et font acheter par leurs parents ce qui leur plaît, avec toutes les difficultés des limites. Mais plus fort que ça, évidemment, on a un système pub qui est incroyable, et pour les familles pauvres, moi j'appelle ça la double peine consumériste. On fait ces familles qui sont, on l'a dit, souvent peu instruites, sont les plus enclines à respecter l'ordre qui est donné par les messages publicitaires. Et donc, non seulement avec leur consommation, ils n'arrivent pas à sortir de leur précarité ou de leur situation inférieure, mais en plus, ils s'appauvrissent, et en plus, ils se rendent malades, ou ils rendent leurs enfants malades. Donc, c'est extrêmement lamentable. Et donc, je voudrais simplement citer, et puis je termine par là, l'exemple de la Suède. La Suède, à la fin des années 90, s'est dotée d'un gouvernement progressiste, qui, sur base de sa légitimité sortie des urnes, et bien conseillé par une série de psychologues, de médecins, de pédiatres, ont estimé qu'il fallait interdire à la télévision tous les messages publicitaires avant et après les émissions pour enfants, comme c'est encore le cas, heureusement chez nous, mais ça a été compromis un temps en communauté française, mais aussi interdire tous les messages publicitaires dans lesquels il y a un enfant qui va vendre une Camelote. Bon, avant c'était les céréales, maintenant vous savez que si on achète une voiture, c'est pas tellement pour la solidité de sa carrosserie ou la robustesse de son moteur, on achète la voiture parce que les enfants seront bien installés à l'arrière, qu'il y aura des petits écrans incorporés dans les appuis-têtes et qu'il y aura de larges vitres éventuellement avec un tour ouvrant pour que les enfants puissent bien profiter du paysage. Bon, ça ne me semble pas la meilleure manière d'éduquer des enfants, de leur faire croire qu'ils sont les maîtres du monde, mais indépendamment de ça, c'est clair que c'est pas bon d'avoir votre enfant sublimé qui va vous vendre une crasse. Et donc la Suède a donc interdit ce genre de pub, et du jour au lendemain, la Suède, le gouvernement suédois s'est retrouvé avec les gros groupes industriels à dos, avec des pressions incroyables pour qu'ils modifient leurs lois. Je vous passe les détails. La Suède, quelques années après, fait passer sa loi au référendum, donc un référendum public, pour voir si la population est satisfaite de cette loi. Et après, à plus de 80%, la population suédoise a dit oui, ça nous aide dans notre œuvre éducative, oui, ça nous soutient, oui, non, ne changez pas cette loi, elle nous aide. Et donc, naturellement, la première fois que la Suède a pris les rênes de l'Union européenne et est à la présidence, ils ont essayé fort naturellement de faire en sorte de ne plus être tout seul par rapport au grand magnat du commerce et de l'industrie, et ont essayé de faire en sorte que leur loi nationale puisse être partagée par les autres pays européens. Et je vous renvoie alors sur Internet, vous tapez simplement publicité Suède, vous y êtes tout de suite, et vous allez voir les débats.
Et vous allez voir la position de la Belgique, de la France, qui se sont tranchés vers le libre arbitre, vers l'éducation aux médias, pour faire en sorte que les gens puissent décoder les messages publicitaires, etc. Et bien voilà, ça je pense vraiment que sur ce domaine-là, si on veut faire en sorte que les enfants soient en meilleure santé, à tout niveau, que les relations éducatives dans les familles soient, j'ai envie de dire, restaurées, pour permettre aux enfants d'avoir des parents, entre guillemets, à la hauteur, capables de mettre des limites, et bien il faut effectivement faire en sorte que ces familles, indépendamment de leurs responsabilités particulières, soient aussi soutenues par un environnement confortable. Voilà, je vous remercie encore une fois.